Giovanni Battista Lully est né à Florence, en Italie, le 28 novembre 1632. Il est le fils du meunier Lorenzo di Maldo Lully et de Catarina del Serra, elle-même fille de meunier. Pour cadrer un peu le contexte, voici un extrait de musique que l'on pouvait entendre en Italie en 1632. Piacciati ch'indile tragga e ne bel sereno. En 1643, le petit Lully arrive en France, à l'âge de 13 ans, au service de mademoiselle la duchesse de Montpensier. Manifestant de sérieuses dispositions pour la musique, il apprend alors le violon, le clavecin, la théorie et la composition musicale, notamment avec Nicolas Métru. Mais qu'est-ce qu'apprendre la composition? Eh bien, par exemple, voici un type d'exercice qui demande de l'entraînement. Comment, partant d'une mélodie, composer une deuxième voix que l'on jouera en même temps pour donner une polyphonie. C'est ce qu'on appelle le contrepoint, et qui à cette époque rassemble des règles claires d'écriture. Je vous propose donc d'entrer dans l'atelier du compositeur. Partons par exemple de cette phrase, chantée par la basse dans la troisième partie du Te Deum de Lully. Imaginons donc que Lully vient de composer cette mélodie, et il s'agit maintenant de composer une deuxième voix, en respectant les règles d'écriture, les règles du contrepoint. La première règle demande de distinguer les consonances des dissonances. Les consonances parfaites, et donc qui seront privilégiées, sont l'unisson, l'octave et la quinte. A l'inverse, il s'agit bien sûr d'éviter les dissonances, comme par exemple la seconde. La deuxième règle demande de privilégier le mouvement contraire entre les deux voix, afin que les deux parties soient indépendantes. Ainsi, quand la mélodie principale suivra un mouvement ascendant, il s'agira de donner un mouvement descendant à la deuxième voix. Enfin, une troisième règle concerne la deuxième voix en elle-même. Il s'agit que celle-ci soit le plus mélodique possible. On y privilégiera donc des mouvements conjoints, c'est-à-dire des notes le plus proches possible l'une de l'autre. Maintenant que vous connaissez trois règles principales du contrepoint, lançons-nous dans l'écriture. Voici donc la mélodie principale. Sa première note est un Do. Je peux donc commencer ma deuxième voix par une octave, ce qui me donnerait, ou par une quinte, qui me donnerait. Choisissons le Sol, c'est-à-dire la quinte. À présent, la deuxième note de ma mélodie principale est un La. Je pourrais donc écrire pour ma deuxième voix soit un La également, soit un Mi. Mais souvenez-vous de notre deuxième règle, qui demande de privilégier le mouvement contraire entre la mélodie principale et la deuxième voix. Comme la mélodie principale descend du Do au La, je choisirai donc pour ma deuxième voix un mouvement ascendant du Sol au La. Ce qui me donne. Poursuivons. Le Si bémol de la mélodie me donne donc comme possibilité pour ma deuxième voix d'écrire soit un Si bémol, soit un Fa. Mais considérant toujours ma deuxième règle concerne les mouvements contraires, je choisirai donc le Fa. Ce qui me donne à présent. Bref, vous avez compris le principe, et voici donc la mélodie qu'on peut obtenir en appliquant nos règles du contrepoint. Il reste que cette mélodie sera jouée au violon, et bien sûr, Lully y a donc ajouté, tout en conservant l'ossature que l'on a trouvée, certains ornements et certaines notes de passage.
ce qui nous donne à l'orchestre Judex credelis esse ventus, Judex credelis esse ventus. En 1653, Lully devient compositeur de la musique du roi Louis XIV. Et c'est le moment de notre minute biographique. Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye en 1638, de Louis XIII et Anne d'Autriche. Il a à peine 5 ans lorsqu'il devient roi de France et est donc placé sous la régence de sa mère. C'est Mazarin qui est en charge de son éducation. Mais Louis n'est pas un élève appliqué. Le latin, l'italien, les mathématiques et l'histoire le stimulent très peu. En revanche, il présente des dispositions certaines pour la peinture, l'architecture, la musique et surtout la danse. Le futur roi dansera au moins 2 heures chaque jour en compagnie de maîtres compétents et deviendra un artiste émérite dans cette discipline. La danse et les ballets, à travers une mise en scène grandiose, fascinent notre roi. Il y décèle notamment le véhicule politique puissant que peut être cette combinaison de musique magistrale et de déploiement de décors fastueux. Le souvenir de la Fronde, la rébellion des nobles, a marqué durablement Louis XIV, qui cherchera longtemps à montrer à la noblesse qu'il est le seul maître de son royaume et qu'il y contrôle les guerres comme les plaisirs. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV prend le pouvoir lui-même et établit une monarchie absolue de droit divin. Le roi y incarne seul le pouvoir et doit donc seul l'exercer. Louis XIV devient donc soleil, laissant ses ministres tourner autour de lui, comme déjà dans le ballet de la nuit de Lully. Lorsqu'il meurt à Versailles en 1715, Louis le Grand laisse finalement une image de grand mécène. Danse, théâtre, peinture, sculpture, architecture, musique, l'ensemble des arts a bénéficié de la recherche de mise en scène de l'absolutisme royal. Fin de la minute biographique. La musique sous Louis XIV est divisée en 3 grands départements. La chapelle royale, notamment pour la messe quotidienne du roi, la chambre du roi, pour les soupers et les bals, dont Lully deviendra surintendant en 1661, et la grande écurie, pour, disons, le décor sonore de la cour lors des déplacements extérieurs. L'un des buts de Louis XIV aura été de favoriser l'essor d'un art national, capable de résister à l'influence fascinante de l'Italie. Et c'est principalement Lully qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de la musique française de cette époque. C'est de lui que date, on peut le dire, l'orchestre moderne, avec son équilibre bien établi de sonorité, avec le quintet des instruments à cordes pour centre de gravité. Les instruments ont tous évolué au fil des siècles, et la musique baroque nous permet de rencontrer des instruments anciens qui sont aujourd'hui différents. Prenons l'exemple de la trompette. À l'origine, la trompette est simplement un tube qui permet d'émettre une série d'harmonies, c'est-à-dire en lien avec la fréquence de la fondamentale. De la famille des cuivres, la trompette est rapidement un instrument militaire. Une première évolution notoire a lieu au Moyen-Âge, avec la technique de coudage des tuyaux et l'invention du système de coulisses. Vers 1600, la trompette est admise dans la musique de concert, et on la trouve notamment à la grande écurie. Elle garde un rôle souvent associé à la guerre, la marche, le combat ou la célébration. La grande invention du XIXe siècle pour la trompette sera le piston, inventé vers 1815 et qui permet à la trompette de devenir chromatique, c'est-à-dire de jouer l'ensemble des notes.